Ok, donc ça enregistre. Je vous remets le PowerPoint. Donc, bienvenue à cette première masterclass Plénitude Finance sur la gestion budgétaire de l'acheteur d'un bien immobilier, où je vais tenter de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, questions liées vraiment à la partie gestion budgétaire euh, de toutes les questions immobilières, que ce soit en investissement locatif ou résidence principale. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Benoît, je suis chez Plénitude depuis 2021. Ça fait bientôt 4 ans que j'accompagne des clients particuliers et professionnels dans leur gestion budgétaire. Donc avant de travailler chez Plénitude, j'étais commercial dans l'automobile haut de gamme. Et du coup, j'ai vu et participé activement à l'endettement démesuré de certains de mes clients à l'époque, pour des biens pas toujours indispensables. Donc, ça m'a donné envie de me repentir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'accompagner mes clients vers une gestion budgétaire plus saine, de manière à ce qu'ils soient à l'aise avec leurs finances, leur gestion budgétaire. À côté de ça, j'ai aussi investi dans l'immobilier en tant que particulier. Donc, en plus de ma résidence principale, j'ai 3 appartements et une maison en location. Donc, je vais essayer de vous faire part un petit peu de mon expérience en tant qu'investisseur immobilier et surtout de vous expliquer en quoi la gestion budgétaire m'a aidé à être plus serein dans, 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 dans mes investissements, dans la mesure où quand on investit dans l'immobilier, il y a pas mal de problématiques qu'on n'a pas quand on investit juste dans sa résidence principale, encore moins quand on est uniquement locataire. Et c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper, de gérer au niveau de la gestion budgétaire euh, pour être tranquille, pour être serein. Pour vous présenter aussi un petit peu ce qu'est le coach budgétaire, on va prendre une analogie par rapport à la médecine, c'est un peu le généraliste des finances, le coach budgétaire. C'est-à-dire que nous, on va s'attaquer vraiment au cœur des finances, c'est-à-dire aux entrées d'argent, donc aux revenus, et aux sorties, aux dépenses, et on va aider nos clients en fait à y voir plus clair et à équilibrer tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu généraliste. On fait un peu comme le généraliste, on fait un peu de la prévention pour éviter d'avoir des gros problèmes qui nous obligeraient à aller voir des spécialistes. Donc, pour la médecine, c'est manger sainement, faire du sport, ne pas fumer. Nous, ça va être faire de l'épargne, anticiper ses dépenses, jamais être à découvert. C'est un petit peu notre credo en tant que coach budgétaire. Alors pour autant, on ne remplace pas les spécialistes. Et d'ailleurs, on peut, en l'occurrence pour les finances, aller voir des spécialistes autrement que quand on a des problèmes. Par exemple, quand on va voir un gestionnaire de patrimoine, en général, c'est que ça va déjà plutôt bien. Donc nous, on ne va pas remplacer le gestionnaire de patrimoine, on ne va pas apporter à nos clients du conseil sur tel ou tel type d'investissement. On ne va pas leur dire, voilà, achetez plutôt des actions ou des obligations ou investissez dans tel bien immobilier. C'est pour ça que je mets l'accent directement sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'immobilier, mais sous la facette gestion budgétaire. Donc les spécialistes, pour reprendre l'analogie, ça va être les gestionnaires de patrimoine, les courtiers en regroupement de crédit, renégociation de crédit, les comptables, les fiscalistes. Nous, évidemment, on ne va pas remplacer ces personnes-là, mais par contre, on va avoir un rôle central qui va vous permettre d'y voir plus clair dans vos finances en général et de savoir quand c'est nécessaire de vous tourner peut-être vers un de ces spécialistes-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout commence par une bonne gestion budgétaire, équilibrer les entrées, les sorties, les revenus, les dépenses, prévoir, anticiper, de manière à prendre des décisions éclairées. Et c'est un peu ça qui va nous guider pour répondre aux questions qui ont été posées par les personnes qui s'étaient inscrites à cette masterclass. Alors, je vais commencer du coup. Alors, j'ai regroupé certaines questions parce que les réponses vont être globales. Vu qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas éventuellement à m'interrompre si jamais vous avez besoin de précision quant à mes réponses. Comme on n'est pas très très nombreux, on peut se permettre peut-être de faire ça de manière
un petit peu plus interactive dans la mesure où on a encore 50 minutes devant nous. Donc, on a une question de Joanie qui nous demandait comment constituer rapidement une épargne projet pour un investissement locatif, et Béatrice qui nous demandait comment arriver à constituer un apport tout en remboursant un prêt personnel. Donc, la réponse, elle va être globale. Comment constituer rapidement une épargne projet? Alors, que ce soit pour un investissement locatif ou pour changer de cuisine ou acheter une voiture, il y a deux réponses principales. Alors, j'ai pas de baguette magique et c'est pas les réponses qu'on aimerait entendre, mais à part gagner à l'euro million ou au loto, les deux principales réponses à cette question, c'est soit augmenter ses revenus, soit diminuer ses dépenses. Donc, augmenter les revenus, ça peut être de travailler plus, ce qui est relativement ajustable quand on est indépendant, qu'on est à son compte. On peut essayer de prendre plus de clients, d'augmenter son volume de travail ou alors d'augmenter sa rentabilité. Ça peut être plus compliqué quand on est salarié. Parfois, on peut faire des heures supplémentaires, mais ce n'est pas toujours possible. Ça dépend des métiers qu'on fait. Quand on est salarié, du coup, pour augmenter ses revenus, on peut éventuellement prendre un deuxième job d'appoint. Par exemple, un professeur à l'école, il peut donner des cours particuliers. Quelqu'un qui est musicien, par exemple, peut aussi donner des cours particuliers. Un médecin généraliste peut devenir expert médical. Voilà. Moi, j'ai des clients qui font des heures de ménage, de jardinage pour arrondir les fins de mois. Ça existe. Hein. Il y a beaucoup de petits boulots comme ça qu'on peut faire en service à la personne, du bricolage, etc. Mais on va pas se mentir, la partie augmenter ses revenus sous cet angle-là, elle va demander forcément plus de temps. Et quand on a un travail, une vie déjà bien remplie, c'est pas toujours évident. L'autre solution, ça peut être de gagner en compétences et donc en rémunération. C'est-à-dire qu'un volume de travail équivalent, gagner plus, donc passer un diplôme, une équivalence, avoir une promotion, éventuellement se réorienter. Alors la promotion, c'est pareil, hein, il ne suffit pas d'aller voir son patron et lui dire bonjour, j'aimerais devenir manager ou prendre la place de mon chef. Souvent, il faut voilà, avoir un peu d'expérience, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Se réorienter, c'est possible aussi, mais ça peut demander un investissement conséquent. Alors, moi, je le vois parce que personnellement, j'ai une cliente, elle était esthéticienne et elle est devenue médecin à l'hôpital. Donc, c'est vraiment la grosse réorientation, hein, parce qu'elle s'est fait quand même 7 années d'études alors qu'elle avait déjà commencé à travailler. Mais ça prouve que c'est possible, mais c'est vrai que c'est un projet de vie, c'est pas facile. On peut aussi augmenter ses revenus en faisant fructifier son argent, mais ça sous-entend qu'on a déjà de l'argent et je pense que ce n'était pas forcément le sens de la question, puisque si on se demande comment constituer une épargne projet, c'est qu'a priori, on n'a pas forcément des investissements en actions, en obligations qui sont prêts à faire des petits, à fructifier avec l'effet de boule de neige pour générer d'autres revenus. Ce qui nous amène à finalement la deuxième partie de la réponse, diminuer ses dépenses, qui est là tout de suite beaucoup plus accessible pour une majorité de gens. Diminuer ses dépenses, ça va passer en fait par tous les types de dépenses qui constituent un budget. On va essayer en fait de gratter un petit peu sur tous les postes pour qu'au final, les 30 euros qu'on a gagnés sur ce poste, 50 euros qu'on a gagnés sur celui-ci, 100 euros sur celui-ci, finissent par faire une somme suffisamment conséquente chaque mois pour qu'au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, parfois 6 mois en fonction des personnes, on ait constitué un pécule qui puisse constituer un apport. Alors ça va être quoi, par exemple, diminuer ses dépenses? Ça peut être, donc on va commencer par ce qui est ce qui semble le plus figé, hein, dans la structure des dépenses, les crédits. On peut renégocier les crédits. Alors, c'est pas nous qui allons le faire pour vous directement chez Plinit Finance, mais on a des partenaires qui peuvent s'occuper d'étudier votre situation d'endettement, si vous avez plusieurs crédits, des crédits conso, même un seul crédit immobilier, de regarder s'il est possible d'améliorer ça, soit en faisant baisser le taux d'intérêt, soit en faisant un rachat de crédit. Par exemple, vous avez 3-4 crédits conso différents, on va tous les prendre, les réétaler. Alors, la somme que vous rembourserez au total ne sera pas nécessairement inférieure à ce que vous auriez remboursé à la base, mais par contre, chaque mois, si par exemple l'ensemble des 5 crédits, ça représentait 700 euros, peut-être que vous allez réussir à passer à 500 au lieu de 700. Donc, ça vous fait gagner déjà
somme qui est quand même assez conséquente que vous allez pouvoir idéalement mettre de côté pour constituer votre rapport. L'autre point que j'ai évoqué un petit peu avant et qui, je pense, correspond plus à la question qui était posée par Béatrice, comment arriver à constituer un apport tout en remboursant après personnel. Il est possible, et les clients le savent assez rarement, de demander à sa banque une suspension d'un crédit. Alors, c'est surtout valable pour les crédits immobiliers. Si vous avez un crédit immobilier sur votre résidence principale, vous pouvez demander à votre banque de suspendre pendant 3 mois, 6 mois, parfois même un an. Vous continuez de payer l'assurance emprunteur, mais vous ne remboursez plus le crédit, le temps de crédit. Donc évidemment, vous arrêtez de capitaliser pendant cette période, mais ce que vous remboursez habituellement en crédit immobilier, c'est souvent la somme, le poste le plus conséquent de votre budget, bah, vous allez pouvoir le mettre de côté. Alors, évidemment, quand on fait ça, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser le surplus d'argent pour partir en vacances aux Seychelles, enfin, si le but, évidemment, c'est de constituer un apport pour votre projet immobilier. Et pour ça, du coup, il va falloir avoir une gestion budgétaire précise et bien calibrée. Le but de la suspension du crédit immobilier, dans le cas présent, ça doit être d'augmenter la marge de manœuvre budgétaire pour pouvoir mettre plus d'argent de côté tous les mois. Mais ça peut être une bonne solution de faire ça pendant une période la plus courte possible, hein, parce que mine de rien, le crédit immobilier, il faut quand même le rembourser. Mais ça peut être une bonne méthode pour constituer un apport assez rapidement, du coup. Après, on va essayer on peut aussi renégocier l'assurance emprunteur. Ça, on y pense pas toujours, mais c'est un gros poste de dépense. On associe ça avec la ligne du crédit immobilier, donc on se dit que ça fait partie du crédit immobilier et que c'est un peu imputable. Mais renégocier son assurance emprunteur, ça peut permettre de gagner des milliers d'euros sur la durée de l'emprunt. Alors, chaque mois, c'est pas forcément des sommes énormes, mais c'est chaque mois sur 10, 15, 20, 25 ans. Et mis tout bout à bout, on parle parfois de dizaines de milliers d'euros. En tout cas, ça peut aussi aider parce que si on gagne 40 euros par mois sur son assurance emprunteur, c'est 40 euros qu'on va pouvoir mettre de côté pour constituer son apport. Ensuite, toujours dans la logique de diminuer ses dépenses, on peut essayer de renégocier tous les contrats sur lesquels on a des charges fixes, les assurances habitation, automobile, les complémentaires santé, les frais bancaires. Tout ça sont des postes, alors évidemment, on va difficilement passer du simple au double, mais on va pouvoir gagner un petit peu, et mis tout bout à bout, bah, ça fait boule de neige, et ça va permettre de grossir la somme que vous allez pouvoir épargner tous les mois. Ensuite, on va pouvoir suspendre ou annuler les contrats inutiles. Et là, nous, en tant que coach, on est souvent étonnés de voir que on a beaucoup de clients qui ont des contrats. Parfois, ils savent même pas ce que c'est en fait. Ils vont avoir des contrats d'assurance qui sont prélevés tous les mois. C'est pas forcément des sommes énormes, ça va être des 10, 15, 20, 30 euros, mais ils ne savent pas ce que c'est. Parfois, c'est comment on appelle ça, une assurance complémentaire sur une cafetière qu'ils ont achetée il y a 5 ans. Parfois, ça va être une assurance prévoyance, mais ils ne savent pas vraiment ce que ça couvre. Parfois, c'est même pas nécessaire ou adapté à leur situation. Parfois, moi, j'ai vu des clients qui avaient des assurances obsèques alors qu'ils avaient 25 ans et qu'ils étaient en pleine santé. Donc, je ne dis pas que ce sont des choses qui sont inutiles, mais ce n'est pas forcément toujours des dépenses prioritaires pour certaines typologies de personnes. Et à un moment donné, bah, ça va être aussi de faire le choix de prioriser. Est-ce que vous voulez constituer en priorité votre apport immobilier ou payer ces assurances-là? On a des clients aussi qui ont des abonnements, je vous dis n'importe quoi, mais des abonnements annuels à Disneyland qui payent, c'est assez onéreux, et ils payent ça pour y aller une fois tous les 2 ans. Par exemple. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait des sommes quand même assez importantes. Et puis surtout, c'est des dépenses dont on ne ressent pas forcément le bénéfice au quotidien. Donc c'est des dépenses qui doivent être questionnées dans une bonne gestion budgétaire, dans le but d'augmenter son épargne, que ce soit encore une fois pour un apport immobilier
notre épargne. Ensuite, on va essayer de maîtriser les dépenses contraintes. Par exemple, pour les courses, on va essayer de se fixer un budget mensuel et de s'y tenir. On va essayer de provisionner ou de mensualiser toutes les autres dépenses contraintes exceptionnelles pour éviter d'avoir des à-coups de trésorerie et de se retrouver surpris, parce que c'est bien de réussir à mettre de côté 300, 400, 500 euros tous les mois. Mais si au bout du 11e mois, on se rend compte que l'on a oublié de se mensualiser sur la taxe foncière ou qu'on n'a pas provisionné et que tout de suite, pour la résidence principale, je veux dire par exemple, que tout de suite on doit ressortir 2000 euros sur les 3000 euros qu'on a économisés jusqu'à présent, ça peut avoir aussi un côté un petit peu démoralisant. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ça va être d'être à même de prendre des décisions éclairées et cohérentes sur les dépenses, ce qu'on appelle, nous, les dépenses plaisir, les dépenses arbitrables. Euh, Ça va être tout ce qui est les restaurants, les sorties, les livraisons de Uber à domicile, euh, l'habillement, les dépenses d'high-tech, les iPhones, etc., la déco de la maison, les vacances, les cadeaux qu'on fait à ses proches. Toutes ces dépenses-là, mis bout à bout, ce qu'on constate, c'est que c'est des sommes qui sont souvent importantes pour tous nos clients. On va être toujours sur des sommes de l'ordre de 600, 700, 800 euros par mois. Enfin, toujours en règle générale, on est rapidement sur ce type de sommes. C'est pas des gros montants à chaque fois. Hein. C'est pas des 600, 700 euros en un coup. C'est des sommes de 50 euros par-ci, 50 euros par-là. Mais 50 euros 10 fois dans le mois, bah, tout de suite, ça fait 500 euros. Et ça, nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de clients qui seraient à même de faire des investissements immobiliers, donc des clients qui ont des revenus relativement confortables, 3500, 4000 euros par mois, comme ils ont des revenus confortables, ils estiment que c'est tout à fait normal et que ça n'a pas vraiment d'incidence sur leurs finances de dépenser 50 euros par-ci pour aller faire un resto, 50 euros par-là pour s'acheter une chemise, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que mis tout bout à bout, c'est cette somme-là qui est conséquente qui les empêche de faire de l'épargne. Alors, euh, le but, c'est pas de dire, voilà, on va vivre comme des moines, on va plus rien faire, on va plus sortir, on va plus rien dépenser. Mais c'est juste déjà d'en avoir conscience de manière à ensuite pouvoir rediriger peut-être une partie de ces dépenses-là vers l'épargne qui va permettre de faire cet investissement locatif, de, à terme, générer peut-être un cash flow positif, de préparer sa retraite, de capitaliser dans un bien, plutôt que de faire des petites dépenses plaisir comme ça à droite à gauche, qui évidemment n'auront pas le même impact sur la vie des clients sur le long terme. Euh, et voilà, ça c'est en ça qu'on dit de prendre des décisions éclairées et cohérentes. Nous, on n'est pas là pour décider à la place des clients, mais le fait de les mettre face à ces réalités-là, ça c'est notre métier de coach budgétaire, bah, ça leur permet ensuite de se dire, ah oui, effectivement, bah, là, je vais pouvoir aller chercher déjà quand même une partie de l'épargne qui me manque pour mon investissement immobilier. Voilà. La chose qu'il faut retenir, c'est que pour diminuer ces dépenses, la première chose, c'est qu'il faut en avoir conscience et savoir quoi cibler. Et nous, on est là pour ça. J'ai mis un petit extrait ici des tableaux qu'on utilise dans notre application pour cibler justement les différents postes de dépenses, les mettre en regard en proportion des revenus, voilà, avec plus de détails ici sur ce que je parlais au niveau des charges fixes, des charges des abonnements qu'on peut avoir, Netflix, etc., les assurances à droite, à gauche. Ça permet déjà de mieux visualiser, de mieux se rendre compte de ce que ça représente chaque mois, et puis ensuite de pouvoir faire les arbitrages nécessaires pour éventuellement dégager un petit peu plus de marge de manœuvre. Ici, on voit la même chose sur tous les flux exceptionnels avec ce que je disais tout à l'heure, voilà, les dépenses de bar, resto, sorties, habillement, plaisir, les cadeaux qu'on fait à ses proches. Vous voyez, les cadeaux, par exemple, ici, on s'en rend pas compte parce que c'est même pas pour nous, finalement, c'est pour faire plaisir à notre famille, à nos amis. Donc, on a des clients parfois qui dépensent très peu pour eux, mais qui sont très généreux avec leurs proches. Ils se rendent pas compte que nous, tout bout à bout, bah là, vous voyez, bon, là, c'est mes dépenses à moi, hein, mais on voit que sur la période, j'ai dépensé en moyenne 200 euros par mois pour faire des cadeaux. Donc, ça va très, très vite. Et le fait d'avoir conscience de ça, bah, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire les cadeaux, mais au moins, on sait que c'est soit les cadeaux, soit de l'épargne pour faire de l'investissement. Mais
pas de baguette magique, on ne peut pas toujours faire les deux. Alors ensuite, on a Rose qui nous demande quel coût annexe doit-on compter en plus du prêt immobilier. Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je pense que la question de Rose était plus orientée sur dans le cadre d'un investissement locatif, mais en règle générale, on va de toute façon avoir l'assurance emprunteur, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. C'est potentiellement plusieurs milliers d'euros à économiser sur la durée du crédit. Donc ça, c'est vraiment un poste sur lequel il ne faut pas transiger, il faut impérativement la faire renégocier, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif. C'est quand vous avez celle de votre banque, en général, vous pouvez diviser par deux ce que ça vous coûte avec les mêmes garanties en passant par un courtier. Nous, on a des partenaires en interne chez Plénix qui peuvent vous aider à le faire, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a les frais de notaire, ça représente environ 8% de la valeur d'un bien dans l'ancien. C'est moins que ça dans le neuf, mais c'est vrai que la majorité des transactions se font sur des biens anciens. C'est conséquent, hein, 8%. Mais c'est de toute façon obligatoire puisque c'est des taxes, hein. On va avoir les frais d'agence. Alors, les frais d'agence, je parle plutôt des frais d'agence côté acheteur, parce que sinon, les frais d'agence sont à la charge du vendeur en général. Mais quand on fait un investissement, on a une autre personne qui essaie de se connecter. Bonjour Marianne. Alors, je continue la présentation. J'étais sur la question de... J'ai bien accepté, c'est bon, hein. Oui, c'est bon. Donc, j'étais sur la question de Rose qui nous demandait quel coût annexe doit-on anticiper, doit-on compter en plus du prêt immobilier. Et donc, j'étais sur les frais d'agence, donc ceux qui sont éventuellement payés par l'acheteur. On peut faire appel parfois à ce qu'on appelle un chasseur immobilier pour trouver un bien. Ça peut être utile pour un investissement locatif si ça vous paraît compliqué justement de trouver un bien rentable. C'est une question qui m'avait été posée également. Comment trouver les biens rentables? Je ne vais pas pouvoir y répondre ici parce que, encore une fois, c'est plus une question qu'on adressera à un spécialiste en gestion de patrimoine ou justement à un chasseur immobilier. Mais une des méthodes, si vous ne voulez pas vous en occuper vous-même, c'est de faire appel à un chasseur immobilier. Ça peut être valable aussi pour l'acquisition d'une résidence principale, puisque aujourd'hui, vous travaillez en région parisienne, mais demain, vous êtes muté dans le sud de la France. Pour aller visiter des maisons, ça peut être compliqué. Et donc, là, vous pouvez faire appel à un chasseur de biens qui va être tout simplement en charge de visiter pour vous, de vous faire des rapports et de vous trouver le bien idéal. En fait, il va vous passer la visite des... En général, en moyenne, il faut visiter 15 biens pour en trouver un qui est intéressant. Lui, il va visiter les 15 pour vous, il va vous en sélectionner 3. Vous allez faire le déplacement et puis vous allez voir les 3 les plus intéressants. Vous gagnez du temps, ça vous... Mais ça a un coût, et ça, c'est un coût qui est à votre charge. Donc ça fait partie, évidemment, des coûts annexes éventuels qu'on peut rajouter. Ça coûte à titre indicatif. En général, ils prennent un pourcentage, mais ça se négocie plutôt sur un forfait entre 3 et 5 000 euros, parce que le pourcentage se justifie pas forcément. Ensuite, on va avoir toutes les charges fixes contraintes liées à l'entretien du bien. Enfin, déjà, on a la taxe foncière, ça, c'est pas lié à l'entretien du bien. Ça, c'est une taxe et ça, vous allez la payer, que ce soit sur votre résidence principale ou sur un bien locatif. D'autres personnes qui essaient de se connecter. Non, c'est bon. Ok. Merci. Oui. J'en étais à la taxe foncière, donc vous allez la payer dans tous les cas. Le calcul de la taxe foncière, il est ultra opaque, ça dépend de la localité, de la surface du bien, du nombre de pièces, de la qualité du bien, du nombre de salles de bain, du nombre de toilettes. Donc c'est assez difficile à anticiper. Il faut quand même y porter une attention particulière, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, dans la mesure où aujourd'hui, on trouve encore beaucoup de biens anciens qui sont mal référencés au cadastre parce que voilà, c'était une maison des années 30 qui, à l'époque, faisait 60 mètres carrés, mais qui, depuis, a été
agrandie et fait désormais 130 mètres carrés. Donc, l'agent immobilier va vous annoncer une taxe foncière à 600 euros, alors que avec les vraies données du bien, vous devriez payer 2000. Et jusqu'à présent, ça passait sans trop de problèmes, mais depuis qu'il n'y a plus la taxe d'habitation, l'État est un petit peu plus regardant sur les taxes foncières. Ils vont essayer de vous faire régulariser votre taxe foncière par tous les moyens possibles. Et donc, c'est bien d'anticiper la cohérence de la taxe foncière par rapport à la réalité du bien. Donc, de bien vérifier la manière dont le bien est enregistré au cadastre. Ça, c'est à vérifier avec les notaires en règle générale, plus qu'avec les agents immobiliers, parce que les agents immobiliers vont plutôt vous dire, regardez, ce bien, c'est super, la taxe foncière est pas chère. En général, quand la taxe foncière est pas chère, c'est qu'elle est pas juste, elle est mal enregistrée. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est des gros montants, les taxes foncières. Et on paye autant de taxes foncières qu'on a de biens. Donc, si vous avez 3 biens immobiliers locatifs, vous payez 3 taxes foncière en plus de votre résidence principale. Ensuite, on va voir dans les dépenses annexes à prendre en compte les frais d'entretien du bien. Donc, ça peut être l'entretien de la chaudière, de la pompe à chaleur, le ramenage de la cheminée, nettoyage des parties communes, l'électricité des parties communes, ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant, c'est une assurance habitation quand vous faites du locatif, il faut quand même en souscrire une. Quand vous faites de la location meublée ou via une SCI, vous allez payer aussi la cotisation foncière des entreprises. Ça, c'est pareil, c'est une taxe. Vous allez payer potentiellement un comptable. Voilà. Après, toute partie de ces dépenses peut être déduite des revenus imposables, mais en tout cas, ce sont des dépenses dont il faut tenir compte quand vous allez faire votre investissement. Et ce sont des dépenses, surtout, là je remets la casquette de coach budgétaire, ce sont des dépenses qu'il faut provisionner, mensualiser quand c'est possible, mais il ne faut pas il faut pas les mettre sous le tapis et vous retrouver une fois par an à les payer, parce que si c'est tout en même temps, ça peut faire très très mal. Après, on va avoir des charges accessoires. On peut prendre une assurance loyer impayé, par exemple. C'est une assurance qui fait que si vous avez un locataire qui arrête de payer ses loyers, l'assurance va payer à sa place. C'est pareil, c'est déductible des revenus imposables, donc ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, on a toutes les dépenses exceptionnelles, les travaux d'entretien du bien, peinture, fenêtres, fuite d'eau, le ballon d'eau chaude qui tombe en panne, les dégradations faites soit par les locataires, soit par leurs animaux, les diagnostics de performance énergétique qui sont obligatoires et de plus en plus récurrents. Personne qui essaie de se connecter. Non. Ah si. Bienvenue, Combi. On a voilà, donc toutes ces dépenses exceptionnelles, c'est pareil. On peut un petit peu faire l'autruche et se dire tout va bien, aujourd'hui tout marche, le ballon d'eau chaude marche bien, etc. Mais à un moment donné, tous ces équipements, ils ont de toute façon une durée de vie, peut-être plus ou moins longue, après il y a un facteur chance, etc. Mais ne provisionner aucune somme pour faire face à ces dépenses, c'est foncer droit dans le mur. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un ballon d'eau chaude à changer, une porte, une peinture à refaire, une fuite dans les toilettes ou sur la toiture. Et donc, tous les mois, sur vos revenus locatifs, il va falloir mettre un petit peu de côté, un petit peu d'argent de côté pour faire face à ces dépenses quand elles se présenteront, même si c'est pas, on ne sait pas si c'est le ballon d'eau chaude ou si c'est les toilettes qui vont fuir, peu importe, mais a priori, c'est toujours bien de prévoir une somme pour ça. On peut aussi prévoir une somme d'argent pour payer un avocat ou des huissiers si jamais il y a des problèmes avec des locataires. Par exemple, un locataire qui ne paye pas, pour le faire sortir, souvent il faut avoir recours à un huissier et ce n'est pas gratuit. Donc c'est très très rare, hein, il faut le préciser. Malgré tout, même si c'est rare, il faut quand même le considérer. Et ensuite, les impôts, évidemment. Alors ça, étonnamment, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu laissé de côté au début. Quand on fait un investissement locatif, on est content de voir les loyers qui tombent tous les mois, de voir l'argent qui arrive, et puis on oublie que finalement, on doit payer une partie d'impôts sur ses revenus. Donc moi, je l'ai vu, hein, c'est du vécu parmi les clients que j'ai pu accompagner en gestion budgétaire. Une cliente qui avait fait l'acquisition d'un coup d'un immeuble avec beaucoup de lots, il y avait des appartements, des parkings, elle avait acheté tout ça d'un coup, tout était déjà loué, donc les revenus sont tombés directement, et elle a complètement oublié de provisionner
les impôts sur le revenu et la taxe foncière de ce bien. Et du coup, elle s'est retrouvée avec un appel d'impôt de 18, je ne sais plus si c'était 15 ou 18 000 euros d'un coup. Et bon, on a réussi à faire face, mais ça a été très, très, très inconfortable. Donc, évidemment, ça, c'est des choses qui se calculent et qui s'anticipent euh, en amont pour ne pas se retrouver un petit peu de haut mur par rapport à ça. Pour vous donner une idée, 100 euros de loyer qui rentrent, c'est entre minimum 15% d'impôt et après, on est très rapidement, en fonction du profil de chacun, à 50%. Même si ça peut évidemment s'améliorer, on peut diminuer ce pourcentage, mais ce sera pas difficilement zéro, hein. Donc nous, on est là pour vous aider justement à anticiper tout ça, à optimiser éventuellement un petit peu ses coûts et approvisionner de manière à ce que vous ne fassiez pas de haut. Alors ensuite, on avait une question de Estelle qui nous demandait quels sont les différents types de montage, de structures afin d'investir dans l'immobilier. Et Rose qui nous demandait que pourra-t-on déduire des impôts. J'ai pris un petit peu les deux questions, même si elles sont un peu différentes. La réponse va couvrir un petit peu les deux. Alors, je vais encore une fois pas rentrer dans des détails trop techniques parce que je suis pas conseiller en gestion de patrimoine ni fiscaliste, mais je vais vous donner quand même les principales formes de location les plus utilisées, en tout cas euh, en France. Donc, la plus simple, c'est la location nue. Vous avez un bien qui est détenu en nom propre, hein, c'est à vous, hein, c'est le bien de monsieur ou madame Dupont. Il est loué, il n'y a pas de meubles dedans, il est loué vide, donc les locataires amènent leurs meubles. En général, on est sur des baux, donc un bail de 3 ans. Donc c'est la forme la plus simple, mais souvent aussi la plus imposée. Au niveau de l'imposition, on va avoir deux formules, soit ce qui s'appelle le microfoncier. Vous avez un abattement de 30% sur les revenus, donc sur 100 euros de loyer, vous êtes imposé sur 70 euros. Ça ne veut pas dire que vous payez 70 euros d'impôt, hein. Ça veut dire que si vous êtes imposable à 30%, vous payez 30% de 70 euros. Donc 30% de 70% en l'occurrence. Soit vous êtes au réel, dans quel cas vous allez prendre les loyers et vous allez déduire tout ce que vous pouvez en termes de dépenses. Là, je vais répondre à la question de Rose, hein, que pourra-t-on déduire des impôts, toutes les dépenses quasiment, hein, que ce soit la taxe foncière, les coûts du crédit, donc le coût d'emprunt, l'assurance emprunteur, les coûts d'entretien du bien, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance loyer impayé, le coût de l'électricité pour les parties communes. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir le déduire. Donc, si, par exemple, pour 100 euros de loyer, vous avez l'équivalent de 40 euros de dépenses, c'est plus intéressant d'opter pour la formule au réel puisque vous serez imposé sur 60 euros au lieu d'être imposé, comme on l'a vu plus haut, sur 70 euros. Et ça se calcule. Nous, on peut être là pour vous aider aussi à faire ce calcul parce que ça, ce sont des choses qui sont quand même assez classique. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à forcément un conseiller en gestion de patrimoine ou à un fiscaliste pour avoir réponse à ces questions. La deuxième forme la plus répandue, c'est le LMNP. C'est ce qu'on appelle plutôt la location meublée non professionnelle. Le bien, là, il est toujours détenu en nom propre, c'est toujours votre bien à vous, on ne passe pas par une société. Par contre, là, il faut le louer impérativement en meublé. Donc, il y a une liste de meubles à respecter, hein. On va être plutôt sur des baux d'1 an ou de 9 mois. Et là, on a le choix entre deux régimes d'imposition. Euh, le micro-BIC, qui est l'équivalent du micro-foncier qu'on a vu plus haut, sauf que là, on a un abattement de 50%. Donc, c'est-à-dire que là, sans rien faire, déjà sur 100 euros de revenus, vous êtes imposable que sur 50. Donc, on voit que déjà, c'est plus intéressant que la location nue. Soit le régime réel. Donc, comme tout à l'heure, on va déduire les dépenses, sauf qu'en plus des dépenses, on peut rajouter l'amortissement du bien. Et ça fait une grosse différence parce que l'amortissement du bien, ça va être à peu près 3% de la valeur du bien. Donc, si vous avez un bien à 200 000 euros, par exemple, ça représente l'équivalent de 500 euros par mois de dépenses qui ne sont pas vraiment une dépense que vous allez sortir, hein, c'est un peu fictif, mais que vous allez pouvoir finalement déduire de vos revenus. Donc, on est souvent, avec cette méthode-là, sur les premières années, on n'est souvent pas imposable. Après, ça ne dure pas éternellement, mais les premières années, en tout cas, on réussit à ne pas payer d'impôts en général. Par contre, il faut passer par un comptable. Enfin, c'est fortement conseillé de passer par un comptable.
Ensuite, on a le loueur meublé professionnel. C'est un peu la même chose que le LMNP, mais il faut faire plus de 23 000 euros de revenus locatifs à l'année et que ces 23 000 euros soient la première source de revenus du foyer. C'est-à-dire que si vous êtes salarié et que vous gagnez 20 000 euros et que vous avez 23 100 euros de revenus locatifs, vous êtes obligatoirement loueur meublé professionnel. Par contre, si vous avez 50 000 euros de revenus salariés et que vous gagnez même 25 000 euros de revenus locatifs, vous pouvez toujours rester loueur meublé non professionnel. La différence, c'est que le patrimoine du loueur meublé professionnel, il n'est pas imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont vraiment un gros, qui envisagent d'avoir un gros patrimoine locatif, mais ce n'est pas le cas plus commun. L'inconvénient, c'est qu'on va réintégrer les amortissements lors du calcul de la plus-value du bien. Alors là, on rentre sur des trucs un peu techniques, mais c'est quand même un inconvénient conséquent, puisqu'en fait, ce que vous aurez économisé d'un côté, vous allez finalement être imposé dessus au moment de la revente du bien. Ensuite, on a la société, et après c'est terminé sur la réponse à cette question qui est un peu technique. Les sociétés civiles et immobilières, je vais parler plutôt de celle qui est imposée à l'impôt sur les sociétés. Là, on peut louer en location nue ou en meublé. L'avantage, c'est de pouvoir capitaliser les revenus. On n'est pas obligé de se verser l'argent, on peut le laisser dans la société et donc être imposé en société à un taux plus intéressant de 15%. Sachant qu'après, par contre, quand vous allez vouloir, si vous voulez à un moment donné sortir cet argent, vous allez être imposé, comme par exemple des dividendes d'actions à 30%. Donc, il faut bien quand même compter le fait que c'est d'abord 15% et ensuite 30%. Mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir cet argent. Vous pouvez le laisser capitaliser sur la société pour ensuite faire, par exemple, un autre investissement. Il y a d'autres avantages, mais après, on rentre vraiment sur des sujets un petit peu complexes de transmission de patrimoine, etc. Et un des inconvénients, c'est comme pour le loueur meublé professionnel, on doit réintégrer les amortissements au niveau de la revente. Donc là, le rôle du coach en gestion budgétaire, c'est pas en l'occurrence de vous dire quelle est la formule la meilleure pour vous, parce que là, on est vraiment dans de la gestion de patrimoine. Par contre, c'est de vous aider à prendre, à voir en fonction de votre budget, des spécificités de votre budget, de comprendre ce qui est le plus intéressant pour vous. Par exemple, ça va vous aider à voir si vous voulez plutôt, si vous arrivez à dégager un cash flow positif de votre investissement locatif, c'est de vous aider à dire si vous voulez avoir des revenus tous les mois pour, par exemple, avoir un peu plus de dépenses plaisir, ou alors, au contraire, si vous n'avez pas besoin de ces revenus, de les laisser capitaliser dans une SCI, par exemple. Ça, c'est encore une fois le rôle central de la gestion budgétaire qui va vous aider déjà à savoir ce que vous attendez en fait de votre investissement locatif. Parce qu'on n'investit pas tous pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est encore une fois important de remettre au centre le rôle du coach budgétaire par rapport à ça. Alors ensuite, on avait la question de Joanie qui nous demandait quelle est la forme la plus rentable pour investir en locatif, LMNP, courte durée, etc. Bon, là, c'est un petit peu pareil, on n'est pas trop dans... J'enlève ma casquette de coach en gestion budgétaire et je vais vous répondre en tant qu'investisseur particulier. Encore une fois, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, donc je vous invite à faire vos propres recherches sur la question. Du plus rentable, du moins rentable au plus rentable, moi je dirais qu'on a d'abord la location nue. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure, hein. Par exemple, vous louez une maison, il n'y a pas de meubles dedans, c'est de la longue durée. Ensuite, on va, alors pour vous donner un ordre de grandeur, en général, on va être sur des rentabilités de l'ordre de 4-5% brut dans ces cas-là. Ensuite, on va avoir le meublé longue durée. Donc là, vous louez un bien avec des meubles, en général, ça va être des étudiants ou alors des personnes qui sont en mission. Les gens restent un peu moins longtemps, mais c'est plus rentable. On va être sur des rentabilités de 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfois 13%, difficilement plus. Après, ça va être la location meublée courte durée, type Airbnb, qui peut être très, très, très rentable, sur des rentabilités supérieures sans problème à 10%.
Euh, bon, maintenant, il faut un petit peu pondérer tout ça, parce que plus de rentabilité, c'est souvent plus de travail et plus de, de- de soucis, hein, on va pas se mentir. Par exemple, quand vous louez un appartement en location nue, bon, bah, il n'y a pas de meubles dedans, donc il n'y a pas de risque que la machine à laver tombe en panne ou que le frigo tombe en panne. De même, vous allez avoir des locataires qui vont rester plus longtemps, donc il y a moins de turnover, ça va vous demander de passer des annonces pour trouver des locataires bah, moins souvent. Typiquement, quelqu'un qui va louer un appartement qui est vide et qui va acheter des meubles pour les mettre dedans, il va souvent rester 3, 4, 5, 6 ans. Parfois, il y en a qui restent 20 ans, hein. Par contre, quand vous louez en meublé, ça va être des étudiants, comme je disais tout à l'heure, des gens euh, qui vont faire, euh, qui vont être en mission professionnelle pour 2, 3 ans. Donc, c'est rare que les gens restent plus que 3 ans. Moi, j'en ai et en général, les gens restent 1 an, 2 ans. C'est rarement plus. Donc, ça demande déjà plus de travail. Et puis, bah, voilà, comme il y a tous les meubles, etc., dès qu'il y a un souci, on vous appelle. Et la courte durée, bah, évidemment, je n'en parle pas. La courte durée, c'est un métier, hein. C'est-à-dire que vous avez des personnes différentes tous les jours. Si jamais ils n'arrivent pas à se connecter à Internet, au Wi-Fi, ils vous appellent. S'ils n'arrivent pas à allumer la télé, ils vous appellent. S'ils n'arrivent pas à lancer la machine à laver, ils vous appellent. Donc, vous pouvez évidemment sous-traiter ça et faire appel à des sociétés de gestion. C'est d'ailleurs fortement conseillé, parce que sinon, c'est un métier à part entière. Tout ça pour dire que on a le côté rentabilité, mais il y a aussi le côté temps de travail et les problèmes qui sont inhérents au choix. Euh, L'emplacement joue aussi beaucoup sur la rentabilité, hein, c'est quand même intéressant de le savoir. Et par rentabilité, il y a deux notions qu'il faut analyser. Il y a le cash flow, c'est ce que vous allez dégager en revenus positifs potentiellement tous les mois. Mais il y a aussi la plus-value. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un appartement dans le nord de la France, dans une commune ouvrière, où l'achat va vous coûter pas très cher. Vous allez acheter un appartement pour 50 000 euros et puis vous allez avoir une rentabilité de 12% en location. Donc tous les mois, vous aurez un cash flow positif, des revenus qui vont largement couvrir le prêt immobilier et puis les charges. Et vous allez dégager de l'argent tous les mois. Par contre, quand vous allez revendre le bien dans 5 ou 10 ans, bah, vous l'aurez payé 50 000, vous le revendrez peut-être que 50 000 ou même peut-être 48 000 ou peut-être 55 000, mais vous n'allez pas faire une énorme plus-value. Alors que si vous achetez un appartement, pour prendre un contre-exemple dans Paris intramuros, vous allez avoir une rentabilité en termes de cash flow qui va être pas terrible, probablement les 4%, 3-4%. Donc vous n'allez même pas rembourser le crédit. Mais par contre, en tout cas c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, le prix de l'immobilier à Paris augmente fortement à Paris ou à Lyon ou dans les grandes villes, hein, augmente fortement chaque année. Donc, 5 ou 10 ans plus tard, quand vous allez revendre le bien, bah, vous allez faire une plus-value potentiellement conséquente. Donc, il y a aussi ces deux notions de rentabilité qui sont à prendre en considération dans le projet. Là, le rôle du coach, bah, ça va aussi, et d'une bonne gestion budgétaire en général, ça va vous aider à vous rendre compte de si vous voulez plutôt avoir des revenus tout de suite pour complémenter vos revenus du travail déjà existants, ou si au contraire vous êtes dans une logique de construction de patrimoine de long terme et que vous n'avez pas besoin des revenus tout de suite, voire même que vous pouvez vous permettre d'être en cash flow négatif. Parce que dans le cadre que j'ai cité de l'investissement de l'appartement parisien, certes, il va vous rapporter beaucoup potentiellement au moment de la revente, mais tous les mois, si vous faites un crédit avec peu d'apport, il va vous coûter. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être 500 euros, enfin 1000 euros de loyer pour 1300 euros de charge avec le remboursement du crédit. Donc tous les mois, il va vous coûter 300. Mais pour autant, vous ne serez pas forcément perdant sur le long terme. C'est juste qu'en termes de gestion budgétaire, c'est pas du tout la même approche. Dans un cas, vous allez avoir de l'argent qui rentre tous les mois. Dans l'autre, vous allez en quelque sorte épargner, capitaliser dans un bien avec l'espoir qu'il vous rapporte au moment de la revente en plus-value. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. Euh, c'est vraiment la partie gestion budgétaire de l'investissement immobilier qu'il faut bien considérer parce que ce n'est pas du tout les mêmes implications en termes de gestion budgétaire, justement. Ensuite, il n'y a pas négligé, il y a aussi l'impact psychologique de tout ça, hein. Avoir un bien en location nue avec les mêmes personnes pendant 5 ans, ça va beaucoup moins vous prendre la tête
que de faire de la location courte durée ou même de la location meublée avec un locataire qui change tous les ans, qui va toujours vous poser 3 millions de questions quand il arrive, faire des états, vous allez être obligé de faire des états des lieux de sortie, d'entrée, etc., de repasser des annonces, de prendre des coups de téléphone, de faire le commercial. Alors, c'est intéressant, hein, mais il faut le considérer. Et ça, nous, notre credo chez Plénitude Finance, c'est aussi de vous permettre d'être serein par rapport à votre relation à l'argent. Et donc, là, on est dans une question d'investissement plus que de gestion budgétaire, mais il faut aussi le considérer, de ne pas faire des investissements qui risqueraient de vous mettre dans une situation psychologique qui ne vous conviendrait pas. Ça ne convient pas à tout le monde de faire le commercial avec des locataires qui peuvent être parfois fatigants. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux opter pour quelque chose d'un peu moins rentable, mais de plus serein, et donc l'inverse. Et ce sera toujours mieux de toute façon que de ne pas investir du tout. Ensuite, on a la question de Béatrice qui nous dit quels sont les outils psychologiques et budgétaires à mettre en place pour une gestion saine de son budget. Alors, là, c'est vraiment, on est vraiment dans une question, pour le coup, voilà, expert budgétaire. Mettre en place, la première réponse, c'est mettre en place un suivi à l'euro près de ses dépenses et sans y passer 8 heures par mois, parce que le but, c'est pas de voilà, d'être déprimé et de passer sa vie à gérer son argent. Le plus simple pour ça, c'est de passer par une application. Alors nous, évidemment, on en propose une, mais il y a d'autres acteurs tiers qui en proposent également. Ça va vous permettre de gagner du temps et puis surtout de ne pas passer à côté, parce que si vous commencez à pointer dans votre appli bancaire, vous allez forcément rater, ça va être fastidieux, ça va vous prendre trop de temps et vous allez tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois et après vous allez laisser tomber. Analyser son budget avec objectivité et si possible en prenant du recul. C'est pas toujours facile quand c'est ses propres dépenses d'être objectif. Donc un regard extérieur pour ça, ça peut aider. Nous, on est là pour ça, hein, clairement. On est là pour analyser avec vous vos dépenses et vous dire voilà, là, regardez, vous me dites que vous voulez économiser pour faire un investissement immobilier, mais en parallèle de ça, vous faites cette dépense-là, cette dépense-là, cette dépense-là, qui sont des dépenses optionnelles, et c'est ça qui vous empêche de faire votre épargne. Et alors, ça peut paraître évident, dit comme ça, mais le fait que ce soit une tierce personne qui vous le dise, et qui vous le dit sans vous juger, on n'est pas là pour juger de la pertinence de vos dépenses, mais le fait que ce soit une tierce personne qui mette le doigt dessus, ça aide quand même à avancer un petit peu plus vite et à prendre des décisions. Un autre point important, définir des objectifs clairs et cohérents, en adéquation avec votre personnalité. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'investissement, de faire un investissement avec lequel vous êtes à l'aise aussi du point de vue psychologique, mais également en termes de gestion budgétaire, on pourrait dire inutile de vous priver de sortie si vous savez que vous allez déprimer parce que vous êtes ultra sociable. C'est pas forcément le poste qui... On sait très bien que si vous avez quelqu'un qui dépense 500 € par mois en sortie bar-resto avec ses amis, on sait très bien qu'on ne veut pas le faire passer à zéro parce qu'il va être mal. Donc, ça, c'est aussi d'être honnête avec vous-même par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à 500, mais il faut essayer de trouver un juste milieu qui vous permette de faire les deux tout en restant sain d'esprit. C'est pareil, on ne va pas vous dire de diviser le budget course alimentaire par 2 si vous adorez cuisiner, ce ne serait pas cohérent. Une autre bonne pratique, c'est de faire des points d'étape pour corriger le tir en cours de route, c'est-à-dire que vous allez définir des objectifs pour le trimestre, par exemple. Vous allez définir un prévisionnel en début de mois. C'est pas juste de le définir en début de mois, puis d'aller voir ce qui s'est passé à la fin du mois et de voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, c'est au moins en milieu de mois, le 15 du mois, faire un point d'étape, voir où vous en êtes. Ça va être de dire, voilà, par exemple, là, pour mes sorties ce mois-ci, je m'étais fixé 200 €. Je suis à 100 €, on est le 15 du mois, tout va bien. Ou alors, au contraire, je suis déjà à 150, il va falloir lever un peu le pied si je veux pouvoir faire mon épargne comme prévu. Alors, encore une fois, hein, ça paraît bête et évident, mais il faut vous dire que si tout le monde le faisait, on n'aurait pas de clients si tout le monde le faisait, et on a des clients, donc c'est que tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est important, ça, de le faire. Donc, même manière, c'est ce que j'évoquais à l'instant, faire un bilan à la fin de chaque mois et chaque trimestre pour estimer l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés, idéalement avec un regard objectif et critique.
Ça veut dire de regarder vraiment point par point les postes que vous avez respectés, là où vous avez bien budgétisé, et les postes où au contraire vous avez complètement explosé le budget, et vous dire voilà, pourquoi j'ai explosé le budget ici? Est-ce que j'aurais pu faire autrement déjà? Parce que bon, la voiture qui tombe en panne, on est bien d'accord que vous êtes obligé de la réparer. Par contre, la sortie à Disneyland, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à Disneyland, mais on est sur une dépense arbitrable. Là, on est en mesure de faire un choix. Et donc, c'est d'avoir cette analyse critique. Encore une fois, un regard extérieur apporte beaucoup et permet voilà, de tirer les conclusions les plus objectives plus facilement. Sur l'aspect psychologique de la question de donatrice, évaluez votre niveau de bien-être financier tous les mois avec une note sur 10. Donc, vous mettez une note purement subjective. Vous dites, voilà, ce mois-ci, comment je me sens au niveau de mes finances. Je suis plutôt à 2 sur 10 parce que vraiment, j'arrive pas à dormir la nuit. Ou au contraire, 9 sur 10, j'y ai quasiment pas pensé. Tout va comme sur des roulettes. Et prendre des petites annotations. Vous pouvez tenir un journal de bord, en quelque sorte, pour voir la progression de votre gestion budgétaire. Et ensuite, ça va être mensualisé, anticipé, provisionné, analysé et recommencer. Tout ça, une fois de plus, tous les mois. Et à force de le faire, en fait, vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en sérénité. Et au bout d'un moment, c'est variable. Il y a des clients, ça va prendre 6 mois, et des clients, ça va prendre 2 ans. Mais au bout d'un moment, ça va aller comme sur les roulettes et vous allez être serein avec votre argent. J'ai le temps de prendre une dernière question très rapide. Séverine qui demandait est-ce que je peux investir si j'ai déjà un prêt IMO. Oui, c'est possible. Alors, c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Vous avez des banques qui vont prendre le taux d'endettement un peu bête et méchant. C'est-à-dire que ils vont considérer le crédit de votre résidence principale plus le crédit que vous allez avoir avec l'investissement immobilier. Et ils vont faire le ratio comme ça, alors que vous avez d'autres banques qui vont prendre une partie des revenus locatifs potentiels, ce qui permet d'avoir un ratio qui est meilleur dans ce cas-là et qui va vous permettre d'emprunter davantage. Mais en tout cas, c'est possible. C'est sûr que le fait de vous présenter auprès de vos banquiers avec des comptes qui sont jamais à découvert, vous allez lui montrer que vous avez une capacité d'épargne régulière, que tous les mois, vous réussissez à faire de l'épargne, même si ce n'est pas énorme, hein, mais tous les mois, vous réussissez à mettre de côté. Je peux vous dire que le banquier, c'est sûr qu'il va prendre votre dossier avec plus de considération que si c'est quelqu'un qui est régulièrement à découvert, qui paye des agios et qui ne fait pas d'épargne. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, 19h28. J'ai à peu près réussi à répondre à... Alors, il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je pense notamment à une question qui m'avait été posée par... je reprends la liste des questions. Hein. Une question qui m'avait été posée par Estelle sur l'investissement en SAS. C'est une question très, très spécifique. Estelle, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi sur mon agenda Google et on pourra en discuter. C'était une question vraiment très, 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 très spécifique et très technique. On pourra en discuter si vous voulez. J'ai essayé de cibler les questions un petit peu plus générales et les questions plus attrayantes à la partie gestion budgétaire. Aujourd'hui pour essayer de m'adresser le plus largement possible aux participants. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse et que vous ayez trouvé ça intéressant et intriguant. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le lien de mon agenda Google ou même à m'envoyer un mail si vous ne trouvez pas de créneau qui vous convienne. On réussira à trouver une solution pour se passer un coup de téléphone. C'est un échange téléphonique qui est gratuit, qui vous engage à rien. Mais comme ça, si jamais vous avez d'autres questions sur votre gestion budgétaire, si vous voulez connaître un peu plus précisément les solutions que nous, on peut proposer chez Plenit Finance pour vous accompagner, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour ça. Voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Je ne sais pas si Cédric, si on a encore 5-10 minutes éventuellement pour prendre peut-être des compléments pour fournir des de réponse à des questions qui auraient pu être... Éventuellement, oui. On peut prendre une question ou deux rapidement, si vous voulez.
Voilà, si vous avez des questions parmi les participants encore présents, n'hésitez pas. Pas de questions, on me dit. Marianne. Merci, Marianne. Bon, après, peut-être que vous avez, voilà, j'imagine peut-être des questions aussi un peu plus précises auxquelles voilà, qu'on réponde plutôt en entretien individuel. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon agenda Google. Donc, je vous dis à m'envoyer directement un mail. Vous avez mon mail puisque je vous ai envoyé euh, l'invitation. Je vous enverrai l'enregistrement à tout Voilà. le monde. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir ou ceux qui sont arrivés en cours de route, je vais envoyer l'enregistrement de la session. Donc, vous pourrez réécouter l'intégralité ou juste le début pour ceux qui ont raté le début. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser par mail ou si vous voulez prendre rendez-vous. Je reste à votre entière disposition et j'échangerai avec vous avec plaisir sur ces différentes questions. Merci, Benoît. Merci beaucoup, Benoît. Bonne soirée, Benoît. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Bonne soirée. Merci, au revoir.